Lorsqu'ils travaillent ensemble pour la première fois en 1998, Steven Spielberg et Tom Hanks se trouvent déjà au sommet de leur carrière. Le premier a obtenu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur en 1993 pour La liste de Schindler. Le second a remporté 2 Oscars consécutifs du meilleur acteur pour Philadelphia et Forrest Gump. Tom Hanks et Steven Spielberg ont collaboré entre 1998 et 2017 sur 5 longs métrages. Les deux hommes revisitent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans Il faut sauver le soldat Ryan, celle de la guerre froide dans Le pont des espions, mais aussi celle de la politique américaine des années 70 dans Pentagon Papers et sous un aspect entremêlant le drame et la comédie, 2 récits véridiques sur des marginaux dans Le Terminal et Arrête-moi si tu peux. Derrière les œuvres de fiction se dévoilent des tentatives de cerner au plus près le réel. Je vous propose une analyse des différents films évoqués pour comprendre l'apport de l'interprétation de Tom Hanks au cinéma de Steven Spielberg. Générique. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, sorti en 1998, un bataillon reçoit pour mission de ramener le seul soldat encore en vie de la famille Ryan aux États-Unis. Hommage de Steven Spielberg à son père lui-même soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Tom Hanks incarne la fragilité d'un soldat participant au débarquement en Normandie. Jamais les scènes de combat n'avaient été filmées avec autant de crudité et de réalisme. La démarche de Steven Spielberg s'inscrit à l'inverse de celle du jour le plus long. Ici, pas d'esthétisation hollywoodienne, mais une fidèle reconstitution du réel proche du documentaire. Je pense notamment à cette mise en scène, caméra à l'épaule, épousant le point de vue du soldat sur la plage d'Omaha Beach, mais aussi aux balles qui sifflent en stéréo. Et l'interprétation de Tom Hanks se met au service de cette recherche documentaire. Peu de temps après avoir réussi le débarquement en Normandie, le capitaine Miller et son bataillon recherchent le fameux soldat Ryan. L'officier consulte une carte présentant l'avancée des troupes dans la région. Un long plan bascule du point de vue subjectif du soldat en mission à celui de l'homme meurtri par ceux qu'il voit. Le capitaine cesse de raisonner en responsable de bataillon pour révéler ses traumas personnels. Un officier reste un homme comme un autre. Il souffre autant que ses partenaires. Miller éclate en sanglots. Il ne peut plus se concentrer sur sa tâche. En cet instant, il pense simplement à quitter l'enfer de la guerre, se remémore la mort tragique de l'un de ses camarades par un soldat allemand et souhaite rentrer chez lui. Miller tourne la tête autour de lui. Seul, il ne veut pas montrer ses failles aux autres. Assis sur la pierre d'un bunker détruit, il se cache en s'asseyant de sorte à ne pas être vu. Miller souhaite disparaître de cet environnement de désolation. L'émotion s'amplifie. La main tremble de manière incontrôlable. Le capitaine range la carte dans la poche de son uniforme. Il ne parvient pas à se concentrer. Le plan dure plus d'1 minute. La mise en scène de Steven Spielberg laisse progressivement jaillir la souffrance de son personnage. La caméra se rapproche du visage de l'homme pudique. Il essaie de maîtriser le tremblement de sa main et donc de revenir à la raison. Impossible. Miller, souffrant de stress post-traumatique, se dissimule dans ses mains. Personne ne doit le voir dans cet état, pas même le spectateur. Miller se cache de son bataillon, mais aussi de la caméra. Sa pudeur traduit l'idée qu'un homme ne doit pas pleurer et rester fort. Un nouveau plan le présente encore plus rapproché. Miller travaille à redevenir l'officier impassible. Les sanglots diminuent. Le simple Miller reprend sa fonction de capitaine. Le personnage possède une double identité. Il existe le simple solitaire dissimulant ses traumatismes et le responsable impassible portant l'uniforme. Nous voyons dans un premier temps l'homme derrière l'uniforme.
Le capitaine se lève. Rejoignant ses hommes, il s'interpose pour empêcher l'exécution d'un soldat allemand. Un des membres du bataillon traduit l'échange. La colère des troupes américaines s'exprime. Un des leurs a été tué par l'ennemi. En arrière-plan, Miller reste impassible. Aucune émotion ne transparaît. Il réagit en machine. L'Allemand creuse un trou et dit, sur le coup de la détresse, aimer les Américains. Miller reste de marbre. L'Allemand chante l'hymne américain, mais rien n'y fait. Et il insulte Hitler. Miller l'agrippe par le col, lui bande les yeux et lui demande de partir. Les autres membres du bataillon ne comprennent pas cette décision et la contestent. L'officier s'éloigne et se dépouille de ses affaires. Deux de ses hommes en arrière-plan s'affrontent en duel. L'arrière-plan devient le premier plan sous les yeux du témoin Miller. La décision critiquée provoque le conflit au sein même du régiment. Miller reste calme, il ne panique pas. L'uniforme parle pour lui. Le capitaine demande à combien s'élève une cagnotte. Les soldats ne comprennent pas. Sereinement, il accepte de présenter sa vie de simple civil à tous. Il ne se cache plus. Au contraire, Miller se dévoile. « Je suis professeur à l'université, j'enseigne les lettres », commence-t-il. Il raconte son quotidien en Pennsylvanie. « J'entraîne une équipe de baseball », poursuit le civil. Il exprime sa volonté personnelle de rentrer au foyer. En parlant de lui, il se fait l'écho de l'émotion partagée par l'ensemble des membres de l'effectif. La confidence personnelle touche à l'universel. Miller ressoude son équipe autour d'une émotion humaine commune. En se montrant vulnérable, il exerce encore davantage sa fonction de capitaine. Tous ressentent la même impression. Miller évoque sa femme et ne veut plus vivre d'événements pouvant le hanter pour le reste de sa vie. Il dit se moquer du soldat Ryan, mais que le retrouver lui permettrait simplement de rentrer chez lui. « À chaque fois que je tue un homme, je m'éloigne un peu plus de chez moi », confie le simple soldat. Miller refuse de tuer si cela n'est pas nécessaire. La mort ne l'intéresse pas. En revanche, sauver une vie peut changer son futur. Sa présence au front ne consiste pas à tuer, mais à sauver. L'association entre Steven Spielberg et Tom Hanks choisit d'étudier l'homme derrière l'uniforme. La caméra, au plus près des émotions du personnage, s'attarde sur la psychologie d'un individu ne désirant que rentrer chez lui. En traversant la Normandie à pied, Miller n'avance pas en territoire étranger. Au contraire, il se rapproche de son foyer. En 2002, les deux hommes se retrouvent autour du film Arrête-moi si tu peux. Tiré d'une histoire vraie, l'œuvre raconte le parcours d'un jeune adolescent fuyant le domicile familial pour mener la vie de faussaire. Interprété par Leonardo DiCaprio, le jeune escroc Frank Abagnale Jr. a été tour à tour pilote de ligne, avocat et médecin. Le réalisateur Steven Spielberg aborde le difficile divorce de ses parents et signe l'un des films les plus personnels de sa carrière. À travers l'acteur Leonardo DiCaprio, le cinéaste exprime sa fuite d'une famille dysfonctionnelle. Mais plus que tout, à travers la figure du faussaire, Spielberg met en scène sa propre évasion vers le monde du cinéma. Le personnage principal cherche à réussir sa vie pour ressouder sa famille. Et Tom Hanks incarne l'agent du FBI en charge d'arrêter Abagnale. Il sera l'homme qui empêchera les retrouvailles entre le jeune escroc et son père. S'il représente le principal obstacle à la réussite du jeune héros, l'agent Enrati n'est pas dénué d'empathie. Il accomplit sa fonction tout en tissant une discrète complicité avec son suspect. Enrati jouera le rôle du bon père que le jeune Abagnale a perdu. Si Arrête-moi si tu peux met en scène pour personnage principal le jeune escroc, l'agent du FBI Enrati exprime réellement sa profondeur dès lors qu'il arrête le suspect. Enrati retrouve la trace d'Abagnale dans un petit village de France nommé Mont-Richard. Face au jeune surexcité par sa venue, l'agent conserve le sang-froid du professionnel. Il lui annonce froidement son arrestation. Abagnale ne semble pas l'entendre et se refuse à cette éventualité. Enrati lui prouve qu'il n'est pas armé en ouvrant son veston. Le jeune faussaire continue à jouer à cache-cache avec l'officier. Cependant, le jeu devient autrement plus grave. Enrati le prévient que s'il s'échappe du lieu, il sera tué. L'un plaisante, l'autre conserve un sérieux à toute épreuve. L'agent tend les menottes au suspect qui refuse de le croire.
Abagnale n'a pas confiance. « Je ne veux pas te mentir, affirme Enrati. L'escroc lui fait remarquer la bague à son doigt. « Vous portez une alliance, vous m'avez menti, rétorque l'interlocuteur. « J'avais une famille, mais je n'en ai plus, ajoute Enrati. La clé du personnage incarné par Tom Hanks trouve sa source dans cette réplique. L'agent du FBI cherche à éviter au jeune homme de se faire tuer pour mieux tisser un lien avec le fils qu'il n'a pas eu. Face à sa solitude familiale, il tente de retrouver sa place perdue de père. Enrati représente la raison d'État face à un adolescent impulsif et incontrôlable. « Ne fais pas cette erreur !» crie l'agent tandis que son suspect s'apprête à ouvrir la porte. « Vous le jurez sur la tête de votre enfant ?» demande Abagnale. Enrati le jure. L'escroc accepte de sortir menotté du bâtiment pour ne pas être abattu par la police. Les deux hommes quittent l'établissement et admirent une place déserte. Enrati semble avoir menti. Pourtant, plusieurs voitures de police arrivent rapidement. L'agent a définitivement sauvé la vie de son suspect. « Ne t'inquiète pas, je vais t'extrader vers les États-Unis », affirme Enrati à travers le pare-brise. Arrivé en prison au pays, l'agent rend visite au détenu et repère son potentiel. Assisté de l'un de ses hommes, Enrati pousse à ce que le personnage de Frank Abagnale travaille dans le service de répression des fraudes du FBI. Un long travelling avant dévoile son admiration pour le don d'observation de l'individu. L'émotion se lisant sur son visage n'est pas simplement celle d'un étranger, mais au contraire celle d'un père souhaitant accompagner son fils dans son métier. Enrati regarde son partenaire. Convaincu, ce dernier propose au détenu un poste au sein du service de répression des fraudes. D'abord réticent, Abagnale finit par accepter l'idée. Il demande sous la direction de quelle personne il devra rendre des comptes. Un rapide mouvement panoramique bascule du partenaire à Enrati lui-même levant le doigt. Le père s'apprête à accomplir sa tâche. À ce moment du récit, Frank Abagnale a déjà appris la mort de son père biologique par l'intermédiaire d'Enrati lui-même. L'agent essaie de se substituer à lui. Abagnale envisage une nouvelle fois de fuir. Vêtu d'un uniforme de pilote, il ne rêve que de mener la grande vie. Rien ne le retient. Pourtant, Enrati fait tout pour lui montrer que la fuite s'avère inutile et que la découverte de sa personnalité représente en soi une raison de rester. Le jeune escroc lui tourne le dos et s'engage sur une voie sans retour. « Tu es juste un enfant, déclare Enrati. « Je ne suis pas votre enfant, répond Frank. Pour retenir le jeune homme, l'agent du FBI, à l'instar du capitaine Miller dans Il faut sauver le soldat Ryan, parle de lui. En évoquant sa fille adolescente qui refuse de le voir à Chicago, Enrati crée une connexion émotionnelle, puisque son histoire résonne en écho à celle du délinquant. Frank lui-même se heurte à une famille dysfonctionnelle. « Ma femme s'est remariée et je vois Grace de 1 heure de temps en temps, » continue Enrati. Frank s'arrête. Il commence à comprendre que la trajectoire de l'agent du FBI correspond trait pour trait à celle de son défunt père. Enrati l'appelle à prendre ses responsabilités et à revenir au bureau le lundi matin. Frank accepte. Le lundi matin arrive et il répond présent à l'appel. Le fils orphelin accepte la présence d'un second père dans sa vie. Un long plan sur l'officier dévoile une discrète émotion. Il ne s'agit pas d'une scène autour de l'examen d'un chèque frauduleux. En réalité, les deux hommes viennent combler un vide affectif réciproque. Si Enrati passe la majeure partie du film à poursuivre Frank, sa bienveillance dénote une marque de tendresse dont il ne bénéficie plus dans sa vie familiale. Arrête-moi si tu peux raconte, en conclusion, non l'histoire entre un policier et un escroc, mais la recherche et la rencontre d'un père avec son fils. Tourné en 2004, Le Terminal marque la 3e collaboration du duo. Inspiré de l'histoire vraie d'un réfugié iranien enfermé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le récit dépeint le quotidien d'un touriste de Cracovie bloqué dans le terminal de l'aéroport Kennedy de New York. À travers la mise en scène d'un étranger confronté à un système administratif ne souhaitant que l'expulser, Steven Spielberg suit au plus près le parcours d'un homme emprisonné à l'intérieur d'un territoire international. S'il se trouve à proximité de New York, l'aéroport Kennedy représente une zone indépendante. Plus que tout, le cinéaste rappelle que les États-Unis représentent une nation d'immigrants défendant les valeurs de la liberté. Et le terminal raconte donc
la quête de liberté d'un homme. Dans le terminal, la grande histoire s'entremêle avec la petite. Le simple touriste Victor Navorsky apprend qu'il ne peut se rendre à New York en raison de la guerre civile faisant rage dans son pays. Seul au milieu d'une foule immense, le voici apatride. Il erre dans une zone internationale tandis qu'impuissant, il regarde les images du conflit à la télévision. Victor cherche à comprendre l'anglais pour savoir ce qu'il se passe, court dans le terminal, appelle à l'aide mais personne ne l'entend. Victor ne peut dissimuler son émotion à la vue des images. Sa détresse personnelle s'associe à celle d'une nation endeuillée. Des plans larges soulignent l'immensité de l'aéroport et la petitesse du personnage principal. Enfermé, Victor évolue pourtant dans un monde très vaste. La caméra effectue un lent travelling arrière du protagoniste à l'ensemble du terminal. Si Victor incarne le sujet principal du récit, il ne représente à l'échelle humaine qu'un individu perdu au cœur du village global mondialisé. Le héros va devoir s'adapter seul à son nouvel environnement en apprenant la langue anglaise et en travaillant pour survivre. Sa lutte pour créer une vie sociale sera longue et semée d'embûches. Cette scène raconte la dépossession identitaire d'un personnage devenant un simple atome déconnecté de ses racines. Comment rester soi-même lorsqu'un document administratif et une situation géopolitique vous rejettent dans le statut du témoin marginal et impuissant des événements? Son monde ne sera dorénavant plus la Cracovie entreaperçue à la télévision, mais l'immense terminal à la fois réglementé et désordonné. Victor doit respecter les codes tout en s'adaptant au passage ininterrompu de milliers de personnes chaque jour. Afin de réussir dans sa nouvelle vie, l'individu passe des entretiens d'embauche auprès de plusieurs enseignes de l'aéroport. Après un énième refus, il trouve enfin le métier qui lui plaît. En tapotant sur une paroi en chantier, l'apatride administratif commence à envisager sa nouvelle fonction. Muni d'une raclette, il se découvre une vocation. Un jump cut appuyé par des surimpressions le montre s'attelant à la tâche. Il participe à toutes les étapes de la construction du mur. Le jour se lève et les ouvriers, admirant la qualité de son travail, décident de l'embaucher. Un détail, a priori anodin, se révèle fondamental. Victor n'est pas le seul étranger à participer à la construction des États-Unis. Le chef du chantier porte un t-shirt mentionnant le quartier new-yorkais de Little Italy. Un Italo-américain salue le travail d'un Cracovien. La petite histoire s'associe à la grande histoire d'un pays fondé par des immigrants bâtisseurs. Sa journée terminée, il retrouve ses collègues autour d'un repas. « Bienvenue à toi, l'homme sans pays », dit chaleureusement le personnage d'Enrique. Comme son nom l'indique, Enrique est un hispanique. Victor vient s'asseoir. Qui remarque-t-il en face de lui? Un Afro-américain ainsi qu'un Indien. Les 4 hommes travaillant dans l'ombre à l'abri des regards participent au bon fonctionnement du terminal de l'aéroport Kennedy. Au passage, le sénateur John Kennedy a rédigé en 1958 un ouvrage intitulé « Une nation d'immigrants ». L'image du repas partagé par 4 employés issus de l'immigration souligne la vision exprimée par le futur président des États-Unis. Toutefois demeure la raison de la venue de Victor à New York. La réponse survient lorsqu'il revoit son amoureuse. Au sein du terminal, il travaille, noue des amitiés et trouve l'amour. Le bâtisseur présente sa dernière création à la jeune hôtesse de l'air. Elle demande à connaître la véritable identité de celui-ci, contemple son lieu d'hébergement et s'interroge. Victor sort alors une boîte de son sac et lui présente son père. À l'intérieur, des souvenirs et une promesse, celle d'obtenir l'autographe du saxophoniste de jazz Benny Golson en sa mémoire. Victor tient à honorer son père disparu en retrouvant le musicien à New York. Il raconte à Amelia collectionner les autographes des grands artistes du jazz. Seul manque la signature de Benny Golson. Une nouvelle fois, à l'instar d'Arrête-moi si tu peux, le personnage principal voyage pour retrouver son père. Il accomplit la mission que celui-ci ne peut plus accomplir. En réalité, le terminal raconte l'histoire du fils souhaitant se rapprocher de son aïeul. Une nouvelle fois, la petite histoire personnelle rejoint la grande histoire de l'Amérique à travers la célébration de la musique jazz.
Le jazz s'inscrit lui-même comme la musique inventée par des esclaves afro-américains à la fin du XIXe siècle. Steven Spielberg emploie, en conclusion, Tom Hanks comme un portrait de l'Amérique cosmopolite qui, parti de rien, parvient à construire un pays. Plus discrètement, le cinéaste témoigne à nouveau de sa volonté d'approfondir encore sa propre relation avec son père. En 2015, le duo se réunit une 4e fois autour de l'histoire vraie d'un agent d'assurance chargé, durant la guerre froide, de défendre un espion soviétique. Dans Le Pont des Espions, Steven Spielberg s'inscrit dans la grande lignée du cinéma de Frank Capra. En la personne de Tom Hanks, il met en scène un citoyen ordinaire accomplissant une action extraordinaire au nom des valeurs démocratiques. Le cinéaste emploie son comédien comme l'incarnation de l'héroïsme du quotidien. Dans Le Pont des Espions, l'agent d'assurance James Donovan représente un homme ordinaire à qui l'on propose la mission de défendre un espion soviétique. L'objectif du cinéaste consiste, à travers le visage empathique de Tom Hanks incarnant un monsieur tout-le-monde, de faire passer son personnage du statut d'homme à celui d'idée. Invité à échanger avec le Conseil de l'ordre, un représentant en uniforme lui dépose l'acte d'accusation. Donovan ne peut dissimuler sa surprise. Il ne s'attendait pas à se retrouver mêlé à une telle affaire. « Je ne suis pas sûr de vouloir y toucher », affirme-t-il en repoussant le document d'un léger signe des mains. « C'est la justice américaine qu'on jugera », explique le membre du Conseil de l'ordre. Donovan reste sceptique sur sa capacité à défendre l'accusé au pénal. « Je défends des assurances », répond l'agent. L'homme accusé d'espionnage pour le compte des soviétiques est publiquement vilipendé. Donovan redoute de l'être à son tour. Il accepte la mission car il en va de la vie de la justice aux États-Unis. Dans un contexte de guerre froide, l'Amérique tente de démontrer que tout homme mérite un procès équitable. Donovan doit consentir à se dépouiller de son identité personnelle pour devenir la justice universelle de son pays. La route ne sera pas sans embûches. Partageant un repas avec sa famille, celle-ci assimile l'accusé à un traître communiste et ne comprend pas pourquoi le père s'obstine à protéger son client. « Tu ne peux pas accuser Abel d'être un traître, il n'est pas américain », conteste Donovan auprès de sa femme. Celle-ci désapprouve vertement son argument. « Tout le monde mérite d'être défendu, chaque personne est importante », ajoute l'avocat. La famille s'inquiète de la façon dont elle sera perçue par le pays tout entier. Le verdict tombe. Abel est condamné à une simple peine de prison. L'accusé s'étonne de l'absence de chaise électrique. Si l'avocat éprouve une satisfaction, ses problèmes commencent véritablement. Un homme dans l'assistance se lève et réclame la mort par pendaison. D'autres le suivent. Donovan remporte une affaire, mais devient l'ennemi à abattre. Parce qu'il défend une conception équitable de la justice, il se voit assimilé à un communiste et donc à un anti-américain. Parce qu'il respecte la Constitution américaine, il se heurte à l'hostilité de son propre pays. Le simple agent d'assurance devient la figure d'un vendu à la solde de l'étranger. Pourtant, il n'y a pas plus américain que lui. Face à l'agent Hoffman, James Donovan lui fait d'abord remarquer sa nationalité allemande. « Je m'appelle Donovan, irlandais des deux côtés », explique-t-il. Il commence par parler de lui pour dénouer sa réflexion. « Je suis irlandais, vous êtes allemand. Mais qu'est-ce qui fait de nous des Américains ?» demande l'agent. « Une seule chose, le règlement. On l'appelle la Constitution. Nous en respectons les règles et c'est ce qui fait de nous des Américains », conclut Donovan. En défenseur de la Constitution des États-Unis, il affirme ainsi son patriotisme autour d'une idée à préserver. Accusé par une partie du peuple d'être un ennemi, il témoigne pourtant son appartenance à celui-ci. En protégeant les règles édictées par les pères fondateurs du pays, il défend son esprit. Plus que tout, Donovan entre lui-même dans la tradition américaine du self-made man. Au cours d'un entretien avec son client, Abel lui raconte une histoire au sujet d'un homme restant debout face à la tempête. Frappé durablement, le héros du récit résiste à l'adversité. Ému, Donovan comprend qu'il sera l'homme debout de sa propre histoire. Il se battra contre son pays pour mieux le faire triompher. Seul contre tous, il incarnera le mythe du self-made man, se construisant sur la préservation d'une justice inaliénable. Ainsi, l'acteur Tom Hanks s'inscrit dans le prolongement du personnage incarné par James Stewart dans Monsieur Smith au Sénat.
Guidé par son seul devoir, il sera le mythe de l'égalité des droits devant la loi. Restant droit et fidèle à ses valeurs, il métaphorise l'arbre ne flanchant pas au milieu de la tempête. L'individualisme de Monsieur Tout-le-Monde contribue à nourrir l'idéal de son pays. En 2017, la sortie de Pentagon Papers résonne en écho à l'actualité. Le sujet du film évoque la révélation par le Washington Post et le New York Times de documents classés confidentiels au sujet de l'engagement des différents gouvernements américains dans la guerre du Vietnam. Une nouvelle fois, le cinéaste s'empare d'une histoire vraie datant de 1971 pour étudier la notion de vérité et de fait dans la fonction journalistique. Faut-il publier ou ne pas publier des informations classées secret défense? Tel sera le dilemme du journaliste Ben Bradlee, interprété par Tom Hanks. À l'instar des hommes du président, Steven Spielberg met en scène le fonctionnement d'un contre-pouvoir médiatique. Le journaliste doit-il communiquer au public des éléments pouvant potentiellement nuire à la sûreté de l'État? Dans Pentagon Papers, le journaliste du Washington Post Ben Bradlee sera la représentation d'une idée à l'écran, celle de la liberté d'expression défendue par le premier amendement de la Constitution américaine. Sa conception du journalisme se dévoile au cours d'une conférence de rédaction dans son bureau. Entouré de ses collègues, Ben Bradlee s'interroge sur la manière de couvrir le mariage de la fille du président Nixon à la Maison-Blanche. Le journaliste se heurte au refus du chef de l'État de laisser entrer le Washington Post pour raconter l'événement. Les confrères restent silencieux. Bradlee demande la liste des invités présents au mariage. Il suggère que les médias invités peuvent communiquer leurs notes au journal. Il invoque alors le premier amendement. On va leur expliquer que la seule façon de protéger le droit de publier, c'est de publier, explique-t-il. Les pieds sur le bureau, Bradlee se comporte comme le patron du poste. Il décide, ses collègues exécutent. En refusant de donner l'accréditation à ce média, la Maison-Blanche verrouille sa communication. Bradlee semble d'emblée rejeté dans le camp de l'opposition. Pourquoi cette hostilité du président républicain Richard Nixon envers le Washington Post? Une autre séquence abordant les relations entre les journalistes et les hommes politiques donne un début de réponse. Bradlee s'entretient avec la propriétaire du Post incarnée par Meryl Streep. Celle-ci lui confie que Robert McNamara, l'ancien secrétaire à la défense du président Kennedy, l'a informé de la sortie d'un article compromettant à son égard. Bradlee s'insurge et s'interroge sur la raison de la visite de McNamara. « C'est un ami à moi, répond la propriétaire du Poste. Il veut que vous lui sauviez la mise, il veut que vous soyez dans son camp, répond Bradlee. N'avez-vous pas une obligation envers le journal et envers l'opinion publique? Demande Bradlee. S'il s'insurge contre ce qu'il considère comme non déontologique, la patronne se défend en l'attaquant à son tour. Vous aviez ces convictions quand vous vous tapiez dans le dos avec John Kennedy? Interpelle Madame Graham. Elle évoque les dîners de Bradlee à la Maison-Blanche, les week-ends passés à Camp David, les croisières arrosées pour l'anniversaire du président démocrate Kennedy. Elle remet en question sa capacité à analyser les événements avec un regard neutre. Sa faculté de critiquer le pouvoir en place se trouve remise en cause. Bradlee ne peut prétendre à l'objectivité journalistique pour la bonne raison qu'il entretient des relations privilégiées avec certains politiciens. Il entremêle sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Un nouvel échange intervient plus tard dans le film entre les deux protagonistes. Bradlee revient sur le sujet en taquinant Graham sur ses affinités avec Kennedy et le président Lyndon Johnson. Les hommes politiques et la presse se faisaient confiance comme ça, ils allaient aux mêmes réceptions, buvaient les cocktails et plaisantaient pendant que la guerre faisait rage au Vietnam, déclare Bradlee. Il accuse à nouveau Graham de protéger McNamara. Le journaliste s'assit sur un canapé et commence à évoquer sa relation personnelle avec la famille Kennedy. À l'instar du soldat Ryan, d'Arrête-moi si tu peux, du Terminal ou du Pont des Espions, le personnage incarné par Tom Hanks parle de lui pour mieux ressouder les liens avec son interlocuteur. Un lent travelling avant progresse en même temps que le développement du récit de Bradlee. Celui-ci raconte le jour de l'assassinat du président Kennedy. La figure de Kennedy surgit une seconde fois après le Terminal. Je n'avais jamais considéré John comme une source, mais comme un ami, avoue le journaliste. C'était là mon erreur, alors que lui, par contre, l'avait toujours su. On ne peut pas être les deux, il faut choisir, pointe du doigt le reporter.
Des mensonges de ces gens, répète-t-il. En réalité, le personnage témoigne de sa déception personnelle comme moteur pour redevenir un journaliste dans le sens noble du terme. Il reconnaît avoir servi le pouvoir alors que la presse incarne un contre-pouvoir. Le scandale des Pentagon Papers va lui donner l'opportunité de réparer son erreur. Dorénavant, le conflit d'intérêts passe après le devoir d'information à l'opinion publique. Bradley comprend que son opinion politique passe après l'analyse factuelle des événements. Toutefois, une autre problématique se pose. Un média doit-il publier des informations classées secret défense ? La Maison-Blanche, dirigée par Richard Nixon, interdit la diffusion d'éléments pouvant nuire à la sûreté de l'État. Au cours d'un échange téléphonique, Bradley soutient qu'il faut publier au nom de la liberté de la presse. Le seul moyen de faire valoir le droit à publier, c'est de publier, affirme le journaliste. Son avis décisif contribue à convaincre Graham de lancer l'impression du journal. Ainsi, cette décision permet à Ben Bradley de redorer son image en agissant comme un véritable journaliste servant les gouvernés et non les gouvernants. À travers sa mise en scène en plan long, Steven Spielberg emploie le visage de Tom Hanks pour révéler l'homme derrière l'uniforme du capitaine dans Il faut sauver le soldat Ryan, celui de l'agent du FBI dans Arrête-moi si tu peux, de l'avocat dans Le Pont des espions ou encore du journaliste dans Pentagon Papers. La figure du fils tentant de renouer avec son père hante la filmographie du cinéaste. À partir d'histoires vraies, Tom Hanks traduit les doutes de son réalisateur. Profondément humain, il parvient à ressouder des relations conflictuelles en parlant de lui et de ses angoisses personnelles. Pourtant, Tom Hanks représente aussi dans le cinéma de Steven Spielberg un monsieur tout-le-monde devenant un des mythes fondateurs de l'Amérique. Le comédien devient la justice défendue par la Constitution, mais aussi un héros de la liberté d'expression. Véritable personnification de la Constitution américaine en action, Tom Hanks porte sur son visage l'idéal du rêve américain et prouve qu'un immigrant peut réussir sur le territoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.